Merci Stéphane. Donc une fois que tu as tous ces éléments, comment tu finalises cette découverte client? Une fois que tu as récolté toutes ces informations déjà dans ta tête, puisque tu as visité le bien avec le client, alors si on n'a pas beaucoup de mémoire, ce qui peut arriver des fois, il y a des moments où on retient moins que d'habitude, on note dans son téléphone, c'est pas grave, mais ensuite on va s'installer à l'endroit où on a laissé ses affaires, et donc on synthétise toutes les informations. Donc là, nous on utilise le logiciel Netty, que tu connais aussi, dans lequel on peut créer une fiche pour le bien, et donc là on a des champs à remplir en fait, qui concernent les caractéristiques du bien qu'on a visité, également tous les propriétaires du bien. Donc on synthétise tout, on reprend tout avec le propriétaire pour être sûr que tout ce qu'on a Échanger avant. échangé, ce dont on a échangé avant et tout ce qu'on a retenu, voilà, c'est ça que je cherchais, est bien correct. Parce qu'il va nous dire je paye tant de fuel, je paye tant d'électricité, tant de gaz, des fois tant de taxes foncières, on ne se souvient plus forcément des chiffres exacts. Donc on fait la double vérification avec lui et puis on renote tout à l'intérieur de cette fiche. On évite à l'issue de ça, ou si le propriétaire nous demande de donner un prix de vente Oui. ou un prix d'estimation ou une fourchette, il faut toujours éviter ça. Le but, en tout cas nous, de notre manière de travailler, c'est de faire un point en agence avec les collaborateurs et de fixer justement une fourchette de prix juste et objective et pas un prix pour faire plaisir. En plus, si on lui annonce quelque chose et qu'on voit sa tête un peu bizarre, il va nous influencer dans le mauvais sens. On va se dire ah ouais, bon mince, il en attendait 350 000, moi j'étais plus sur 300, ça m'embête, qu'est-ce que je fais? Alors que si on n'a pas d'infos, on rend quelque chose vraiment d'objectif qui correspond au bien et au marché. Et donc ça on évite. Et ce qu'il faut faire aussi, donc on peut se présenter succinctement, mais ça sert à rien de reparler encore une heure de son savoir-faire, de ses services et de l'agence. Le lieu de la rentrée de mandat, habituellement, il ne se fait pas au R1. Alors si vous le sentez hyper ouvert, qui veut signer tout de suite, allez-y. Faites un mandat exclusif en signature électronique et puis on y va. Mais habituellement, c'est des gens qui prennent le temps de la réflexion. Comme on disait, souvent, ils ne sont pas tout seuls. On va rencontrer la femme, ou le mari, ou un des enfants, et pas tout le monde. Donc de toute façon, ils vont avoir une discussion entre eux. Et l'objectif, c'est de les voir ensemble, en revanche, au rendez-vous R2 si possible, s'il n'y en a pas un qui habite à l'autre bout de la France. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on parlera des services proposés par l'agence, la stratégie de mise en vente. Ça, on verra ça dans une prochaine vidéo justement. Et justement, c'est là qu'on essaiera d'aboutir à la signature d'un mandat exclusif, puisqu'on connaît justement les avantages de ce type de mandat. Et on sait aussi en énoncer les points positifs pour le propriétaire. Donc ça, on verra ça. Est-ce que c'est un élément que tu abordes déjà au premier rendez-vous, le mandat? Ou est-ce que tu attends le deuxième rendez-vous? Le mandat, habituellement, je ne l'aborde pas au premier rendez-vous. Je vais l'aborder uniquement, parce qu'il y a aussi une question importante, c'est de savoir combien il y a eu d'estimations déjà de réalisées, s'il y a d'autres agences qui sont passées, où il en est lui dans sa démarche, en fait, dans son projet. Ce qui va vous dire, parce que ça peut arriver, il va vous dire il y a telle agence qui est passée ce matin, j'ai déjà signé un mandat simple avec eux. Ouais. Bon, là, du coup, on sait que déjà on ne part pas dans la même direction concernant la stratégie. On a encore l'opportunité de faire résilier le mandat, puisque habituellement on a un délai de rétractation de 15 jours, parce que très souvent il est signé en signature électronique ou hors agence, donc on a ce délai de rétractation. Quand il est signé en agence en signature manuscrite, il n'y a pas de délai de rétractation. Donc ça aussi, c'est quelque chose à essayer de savoir lors de la discussion avec le propriétaire. Si on peut les faire se rétracter, donc il va falloir mettre les bouchées doubles pour lui prouver que le mandat exclusif avec Stark Immobilier, il est indispensable, il faut faire comme ça, sinon on la vendra moins cher, on la vendra moins bien. S'il n'y a pas de mandat de signer, il faudra tout autant bien expliquer ce pourquoi il faut signer un mandat exclusif. Mais la stratégie sera peut-être un peu plus légère, on va dire. On va être moins dans le forcing, quoi. Voilà. Même si on évite d'y être, mais on y est indirectement quand même en utilisant les bons mots, quoi. Voilà. Donc oui, ça c'est un élément important à savoir lors de cette découverte. Donc le projet de vente, le délai de réalisation, savoir s'il y a d'autres estimations. Ce qui peut être bien, des fois il y en a qui se lâchent, ils vont vous donner un prix de vente qui va vous permettre de savoir un peu comment font les autres, parce qu'on s'aperçoit aussi, surtout dans des années comme celle-ci, 2023-2024, où il y a un peu moins de transactions, il y a certaines agences qui vont surestimer certains biens. Et c'est leur stratégie pour rentrer le mandat. Donc du coup, il faut nous se préparer à une autre stratégie si jamais on estime que le bon prix il est moins élevé que celui qui a été donné, pour prouver au client que celui qui a raison, c'est nous. Et on n'est pas là pour faire plaisir au client, on est là pour lui dire votre maison elle se vendra à ce prix-là.
Et le but, c'est de ne pas perdre 3 mois avec une autre agence qui va vous faire rêver et vouloir le vendre 10-20% de plus. Le but, c'est qu'on travaille ensemble et qu'on la vende au bon prix et le plus rapidement possible, si possible. Oui, il faut s'adapter aussi au vendeur en face. C'est vrai que j'ai déjà eu le cas où, par exemple, le vendeur, il était complètement d'accord avec ce que je dis. Il m'a déjà donné un prix qui me paraissait cohérent pour moi et je connaissais un peu le marché. Et il m'a donné la clé à la fin du rendez-vous, j'avais même pas encore fait signer le mandat. Donc là, c'est sûr, il y a certains rendez-vous, je pense, où la personne qui dit je suis d'accord avec vos services, je suis d'accord avec le prix, pour vous ça paraît cohérent, forcément vous n'allez pas dire attendez, on donne un deuxième rendez-vous et on reparle de ça par la suite. Parce qu'on ne sait jamais, il y a un conseiller immobilier qui arrive et il le prend. Il prend le mandat. Et... si les propriétaires sont devant nous et puis qu'on peut faire signer le mandat, moi ça m'est déjà arrivé aussi de le faire, on y va. Signature électronique, ça arrive sur le téléphone, il peut signer instantanément, c'est réglé. Ça va vraiment dépendre ça va être au cas par cas avec chaque vendeur. Et dans ce cas, on fixe un rendez-vous pour la prise de vue et la mise en valeur du bien et pas pour le rendez-vous R2. Chose très importante d'ailleurs, le rendez-vous R2 si possible, c'est de le faire à l'agence. Oui. Dans un lieu neutre, pas chez eux, parce que de toute façon on connaît c'est de les faire sortir un peu de chez eux, qui voient l'environnement de l'agence, la manière de travailler, qui croisent des collaborateurs, qui voient qu'il y a vraiment une dynamique proposée pour la vente et qui va se retranscrire du coup lors de la vente de leur bien. C'est vraiment des choses qui permettent de se démarquer des mandataires, par exemple. Si on a des mandataires qui sont en face de nous, c'est vraiment des petites choses, ça va vraiment appuyer un peu la confiance. On en voit beaucoup moins là depuis 2023-2024. Curieusement, ils sont dirigés dans d'autres activités. Mais effectivement, quand on a des mandataires qui prennent des frais d'agence très bas, il faut mettre ça en avant, du coup. Voilà. Qu'ils sauront où le trouver s'il y avait quoi que ce soit. Pensez aussi à quelque chose, c'est à prendre des photos du bien. Ça paraît bête, mais au moins ça permet d'illustrer l'avis de valeur et de se souvenir des pièces. Exactement, et de pouvoir aussi montrer ça, c'est un truc que j'ai pas dit. Moi, souvent dans la fiche, dans la partie observation, je rajoute, alors effectivement il a raison Bastien, il faut prendre des photos pour se souvenir de ce qu'il y avait dans telle pièce, combien il y avait de chambres. Des fois on se souvient plus, on voit tellement de biens, tellement de choses. Est-ce qu'il avait un AVC indépendant au rez-de-chaussée, quel était le type de chauffage, normalement on l'a mis dedans, mais l'année de la chaudière par exemple, ces choses-là, prenez en photo les chaudières. Moi ce que je fais toujours dans la partie observation, c'est que je décris rapidement l'agencement de la maison. Au rez-de-chaussée, il y a un salon séjour avec cuisine ouverte, un WC indépendant, une chambre parentale avec salle de bain, double vasque, douche et baignoire quand il y en a une, et WC s'il y en a un. Mais je décris un peu effectivement la manière dont est agencé le bien, parce qu'après dans mon avis de valeur, j'en reparle aussi. Donc ça c'est important, et surtout quand on va dans l'avis de valeur, énoncer les points positifs et les points d'attention, c'est quand même bien de connaître ces parties-là aussi, parce que ça peut en faire partie. Voilà. Donc ça c'est vrai que c'est important, tu as raison de le souligner. Puis rentrer dans les données caractéristiques de la maison, ça va vraiment aussi dépendre du vendeur. Si vous avez un profil d'un vendeur qui est très méthodique dans sa façon de faire, où vous voyez il arrive, il a le plan de la maison avec les surfaces en mètres carrés, tout noté, bien souvent c'est des ingénieurs, c'est anciennement ingénieurs. Les ingénieurs sont souvent comme ça, ils ont des tableaux Excel avec tous les factures énergétiques renseignées mois par mois, c'est très précis. Il y a tous les profils, c'est vrai. Il y a tous les profils, mais c'est vrai que c'est un profil où par exemple, là il faut rentrer dans la partie caractéristique de la maison, il faut tout prendre en note, parce que forcément il va être content. Si on commence à rentrer là-dedans, lui il va adorer, il va adorer ce profil-là du conseiller en face. C'est sûr que vous fermez votre ordinateur et vous commencez à parler de sa vie sans prendre en note. Bon, ça peut passer, mais ça peut ne pas passer aussi. Donc, et puis on a aussi le profil de celui qui est au courant de rien. Il ne sait même pas combien il paye des taxes foncières, ce que c'est mensualisé. Ses factures d'énergie, pareil, c'est prélevé tous les mois, il ne sait même pas où il en est. On a ça aussi. Bon, après, il faut s'adapter à tout le monde. Mais du coup, il aura peut-être d'autres attentes sur d'autres sujets. Si ce n'est pas celle-ci, c'est peut-être à combien vont s'élever les frais d'agence, qu'est-ce qu'on met en place pour vendre son bien le plus vite possible, le mieux possible. Quand est-ce qu'il va y avoir des comptes rendus de visite, il aura peut-être d'autres éléments auxquels il va attacher de l'importance, auxquels il faudra répondre. Mais oui, c'est infini. De toute façon, la typologie de clients, on en rencontre des nouveaux tous les jours, on est surpris toutes les semaines. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien analyser la partie, surtout sur la partie observation du début du rendez-vous, ce qui permet vraiment de transformer son rendez-vous en fonction de la personne qu'on a en face. Ne pas se dire j'ai un pitch dans ma tête et je le balance à chaque fois pareil à tous mes rendez-vous, qui ne va pas forcément s'adapter à la personne en face. Ouais, ça ne marche pas ça. Il faut vraiment l'adapter, il faut le personnaliser en fait à la personne, il faut faire preuve de beaucoup d'empathie. Et puis toujours s'adapter à la personne qu'on a en face. Il y a des gens, ils n'entendent pas bien, il faut parler plus fort, il y en a, ils ne comprennent pas bien, il faut parler lentement, enfin voilà, il y a tout, donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'au niveau de
du timing, du délai de rendez-vous. Prenez pas des rendez-vous en vous disant je peux rester que 30 minutes parce que j'ai une visite derrière. Il faut viser large, donc on en parlait, mais toi tu vises 2 heures, moi je suis toujours entre 1 heure et 1 heure et demie minimum, quoi. Donc prenez de la marge par rapport à vos rendez-vous suivants. N'y allez pas en vous disant en un quart d'heure, une demi-heure c'est réglé, parce que là oui, vous aurez pris les infos de la maison, il n'y a aucun lien qui sera créé et il va rien se passer, quoi. Donc, ça va être difficile en tout cas de le rattraper, il faudra le rattraper au R2, vous allez perdre du temps au R2, donc ça a peu d'intérêt ou pas d'intérêt. Puis c'est sûr qu'il ne faut pas prendre 2 heures de son temps si la personne derrière elle vous dit bah moi c'est juste une simple estimation, j'ai pas de projet de vente, y a ça aussi. Ou mon projet c'est dans 1 an, je suis pas sûr de le vendre. Voilà, faut vraiment pas perdre de temps parce que c'est pas la peine. Puis il y a des personnes, la personne qui vous dit qu'il y a un projet de vente et qui par exemple vous dit est-ce que vous voulez un café, est-ce que vous voulez boire quelque chose, là c'est pareil, j'ai déjà perdu un mandat comme ça en refusant une bière, donc je pense que c'est pour ça que je l'avais perdu ce mandat. Quand on vous offre à boire, dites oui. Même si c'est un verre d'eau. C'est toujours très bon signe, en tout cas, ça veut dire qu'il est content que vous soyez là et puis il est prêt à ce que vous restiez un peu. Donc c'est positif pour la suite du rendez-vous. Mais voilà, j'ai abordé pas mal de choses. Après, je ne sais pas si on a d'autres choses encore à aborder sur le sujet découverte, mais pour finir, vous finissez le rendez-vous et donc on replace tout de suite un rendez-vous. On ne dit pas je vous rappelle pour fixer le rendez-vous d'estimation, le rendu d'estimation R2. À la fin de rendez-vous, c'est quand est-ce qu'on se revoit, quand est-ce que vous êtes disponible, hop, on fixe le rendez-vous dans l'agenda, on se revoit dans 2-3 jours, une semaine si jamais il faut plus de délai. Et est-ce que votre femme sera là, est-ce que votre frère sera là, voilà, ça c'est des éléments importants. Des fois, il vaut mieux attendre un jour ou deux ou faire un rendez-vous tard le soir et que vous ayez tous les bons interlocuteurs en face, les décisionnaires, ceux qui vont prendre la décision de vous donner ou non le mandat. Donc tout de suite, on fixe le rendez-vous et puis on collabore avec ses collègues, on synthétise tout ça, on regarde et on prépare une belle estimation papier qu'on projettera à l'écran, mais ça on vous expliquera dans une prochaine vidéo comment se passe le rendu d'estimation, donc le rendez-vous R2 très prochainement. Voilà, merci en tout cas pour votre attention. Merci Bastien de m'avoir fait venir. Merci pour, Stéphane. Ce témoignage et on se reverra dans d'autres vidéos de toute façon. Voilà. À bientôt. À bientôt.